Bonjour à tous, bienvenue dans Voir Loin, le podcast d'Horizon dans les Hauts-de-France, dans lequel on reçoit des personnalités politiques d'Horizon et d'horizons différents, mais en tout cas du parti Horizon, pour échanger, discuter, en savoir un peu plus sur eux et discuter de diverses thématiques, que ce soit liées à la jeunesse, au territoire, à l'engagement, bref, des thématiques assez diverses. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Madame la Présidente. Bonjour Naïma, Bonjour Alexis. tu vas bien? Très bien. Merci Super. beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Tu passes actuellement ta journée dans le Nord. Oui. Est-ce que tu peux... Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait et qu'est-ce que tu penses du Nord en général? Écoute, une très belle journée jusqu'ici. Non, une très belle journée sur l'invitation notamment de mon ami collègue Jean Moulière. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis à la rencontre notamment de maires, d'élus locaux, mais aussi de populations diverses, puisqu'on a réussi à caser, outre un entretien avec des élus, une belle visite dans un centre éducatif. Et le sujet de la jeunesse, il est important. Et donc, ça a été l'occasion de voir autre chose, m'inspirer d'autre chose, de voir un autre environnement. Et ça, c'est très, très utile pour moi, pour la suite. Génial. Ouais, Comment est-ce que tu pourrais te présenter et notamment présenter ouais. ton parcours pour quelqu'un finalement qui ne connaîtrait ni la politique, ni te connaîtrait forcément, voilà, et en gros Hmm. te présenter un peu de manière globale. Bien sûr. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas la politique, c'est simple, puisque moi-même, je ne suis pas née en politique. Je n'ai pas grandi dans un environnement militant et je fais partie de ceux qui sont entrés en politique, d'ailleurs sans être biberonnés par un parti. Je suis une gamine de la banlieue parisienne, le Val d'Oise, qui est la grande couronne de Paris, qui est un département du nord de l'Île-de-France. Donc moi aussi, je suis un peu du nord. Voilà. C'est là que c'est là que je suis née d'abord, c'est là que j'ai grandi aussi, c'est là que j'ai fait mes classes. Euh, et, et- et donc ce beau département du Val d'Oise qui m'a construite. Et donc je disais que je ne suis pas née en politique. Moi, j'ai plutôt été éduquée par les valeurs qui m'ont été transmises dans le cadre familial. Ok. Ça a été très structurant pour moi, pour la suite. Alors les valeurs travail, les valeurs mérite, les valeurs... Parce que je viens d'un monde ou d'une famille très éloignée, enfin pour qui la politique c'est quelque chose de très loin. Ok, d'accord. Mon père était agent d'entretien en milieu hospitalier, ma mère femme de ménage, mes parents ne sont pas lettrés, ils sont d'origine marocaine. Donc la politique, c'était quelque chose de très abstrait. J'ai toujours été passionnée par ça, mais j'ai grandi dans un milieu où ça n'était pas quelque chose de naturel ou d'évident. Ok. Donc plutôt construite par les valeurs qui m'ont été transmises dans le cadre familial, et plutôt aidée ensuite par le droit, puisque moi j'ai fait du droit dans la vie, j'ai fait des études de droit et je suis devenue avocate. Et je dirais qu'en ayant été avocate, c'est là où j'ai beaucoup appris de la vie, Hmm. du réel, Ouais. confrontée à des jeunes déracinés, à des familles parfois un peu perdues, à des victimes déboussolées. Voilà, c'est une vraie école de la vie. Et c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené aussi à la politique, en D'accord. vérité. Ouais. Ok, très bien. C'est un très très beau parcours. Et qu'est-ce qui finalement dans ton enfance ou ta jeunesse ou même le début de finalement de ta carrière professionnelle t'a donné concrètement envie de t'engager? Là, on a compris avec le fait d'être confronté à la réalité Oui, très difficile de oui. certaines situations. Et est-ce qu'il y a des événements, un moment, un déclic où tu t'es dit il faut que je le fasse, il faut que je m'engage, ou alors ça a été plus progressif? J'ai jamais grandi avec l'ambition d'être en politique, Ok. comme d'autres en font un objectif de vie. Ça n'a pas été le mien. Moi, j'ai plutôt cheminé. Euh, j'ai beaucoup plaidé, donc j'ai beaucoup pris la parole pour les autres. Il y a dans cette idée, quand on est avocat, de défendre. On parle des droits de la défense. Alors, on défend des intérêts particuliers, mais quand on est avocat, c'est exactement comme en politique. C'est une vocation. Hmm. On le vit moins comme un métier que comme une vocation. On est pris par quelque chose. Moi, j'ai besoin d'être, voyez, de sentir, tu vois, de sentir que je donne du sens à ce que je fais. Quand on est avocat, le sens, il est partout. Oui. Et on plaide des causes, mais jusqu'au bout, on les vit aussi. Et j'ai eu envie à un moment donné de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que pas uniquement porter la parole d'intérêt privé dans le cadre d'audience, mais de porter cette parole à un autre niveau. Et rien de tel que la politique. Enfin, je veux dire, alors pour le coup, c'est la représentation ultime de ce qu'est la défense. Quand on entre en politique, on le fait parce qu'on a envie d'aller défendre les autres. C'est la défense de tous les autres, d'ailleurs. Quand on est élu de la nation, notamment, quand on est député, on parle pour les Français en général. Et j'avais envie de porter cette voix-là. J'avais envie de me dire que j'avais quelque chose à dire de différent que les autres.
Et l'opportunité s'est présentée en 2016-2017. Et ça a été l'occasion pour moi de franchir le pas. D'accord. Et en plus, ça permet d'avoir effectivement en politique quelqu'un qui n'a pas le parcours dit classique Oui, c'est d'une vrai. famille déjà engagée, Oui. d'un parcours tout lisse, Oui. etc. Et Mais moi, aujourd'hui, j'avais peur de ça, hein. oui, t'avais peur d'être jugé? Ou alors Absolument. J'avais peur d'être dépréciée. J'avais Ok. peur d'être reçue comme illégitime parce que je venais pas du sérail. Je venais pas de ce monde-là. Alors déjà, j'avais absolument pas les réseaux. Quand on a habité, comme moi j'ai habité toute sa vie quasiment en HLM, issu d'un milieu ouvrier très populaire, enfin bon, de se dire qu'on peut être propulsé, puis propulsé à ce niveau de responsabilité politique, ça peut être très déstabilisant. Donc je me suis posé des questions. C'est vrai. Et en même temps, je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force d'être un semblable de celui qu'on va défendre et pour qui on va parler demain, parce que j'ai vécu les mêmes désaventures, les Ouais. mêmes aventures que les Français. J'ai travaillé plus de 10 ans de ma vie avant de m'engager. J'ai connu aussi j'ai connu des pépins, des injustices, des réussites, et tout ça, ça m'a beaucoup nourri pour essayer de porter une parole que j'espère crédible. Tout à fait. Et est-ce que au début de ton engagement, tu as senti justement cette dépréciation ou alors ce côté décalage entre toi, d'où tu venais, et la plupart des gens qui sont engagés en politique, en tout cas qui sont à des responsabilités au niveau politique, ou alors tu as été très bien accueilli dès le départ Alors très bien accueilli, non, hein. Hmm. Mais c'est comme, mais c'est finalement comme dans tous les métiers, même si ça n'est pas un métier, c'est qu'il faut se faire sa place. Donc moi, dès la campagne déjà, hein, j'ai été beaucoup critiquée comme étant déconnectée, justement parce que n'ayant pas fait de politique, n'ayant pas de mandat local, par exemple, parce qu'étant une femme, parce qu'étant issue de la diversité. Enfin, on m'a reproché beaucoup de choses. On a pointé du doigt, en tout cas, Ouais. beaucoup de choses, comme étant des handicaps. J'ai jamais considéré que c'était des handicaps. D'avoir travaillé dans sa vie, d'avoir trouvé sa place, de Plutôt un s'être battu avantage. pour en arriver là, pour moi, ce sont des forces. Mais y compris mes origines, d'ailleurs. Je les ai transformées en forces. Et donc, après l'instant de doute que j'ai pu avoir, je me suis mise au travail très vite. Et les autres ont appris à me connaître. Et je crois que j'ai gagné le respect de mes pairs, y compris des collègues d'opposition aujourd'hui. Et c'est la plus grande satisfaction. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, tu es vice-présidente de Ouais. l'Assemblée nationale. C'est déjà bravo. Et Merci. ensuite, c'est une responsabilité qui est énorme. Comment est-ce que tu as vécu ça? Et qu'est-ce que finalement ça t'a apporté? Est-ce que finalement tu retrouves, même si c'est assez différent, des similitudes avec le métier d'avocat que tu as fait avant? Ou alors est-ce que c'est complètement différent? Et est-ce que avoir fait justement ce métier d'avocat t'a apporté des choses qui t'ont forcément aidé ensuite quand tu as été élu député et Oui. vice-présidente de l'Assemblée? D'abord, c'est un immense honneur. Et je me le dis tous les jours. Moi, je ne sais pas comment les autres collègues vivent ça. D'abord, d'être député, hein. Oui. Il y a des gens qui sont allés mettre un bulletin dans l'urne avec mon nom, qui ont décidé de me faire confiance. Une majorité. C'est une majorité. Donc, c'est un honneur. Enfin, je ne sais pas s'il y a plus grand honneur que cette reconnaissance. D'avoir été élu vice-présidente de l'Assemblée nationale française, compte tenu d'où je viens et de mon parcours. Enfin, c'est... Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est plus qu'important, je veux dire. Ça représente beaucoup. Pour ma famille aussi, ça représente beaucoup. Et donc, tous les jours, je mesure la chance que c'est, mais aussi, du coup, la responsabilité que c'est. Et ma responsabilité, c'est de porter l'institution, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas abîmée. Parce que c'est certainement la plus belle des institutions, c'est la maison du peuple, c'est l'expression de la représentation nationale. Et donc, je m'efforce chaque jour d'essayer de faire en sorte qu'elle soit préservée. Ça, c'est mon devoir. Évidemment, le fait d'avoir été avocate m'aide beaucoup. L'Assemblée nationale, ça reste la fabrique de la loi. Quand j'ai été avocate, mes études de droit, d'abord, elles m'apprennent à savoir comment on construit la loi, comment on interprète la loi, comment on la lit, parce que c'est très technique. Ça m'apprend les mécanismes d'équilibre, parce que c'est ça, la fabrique de la loi à l'Assemblée nationale, c'est comment on arrive à créer un dispositif qui soit équilibré entre, je sais pas moi, la vision qu'on a du monde de l'agriculture et celui de l'écologie, qui peuvent paraître des intérêts contradictoires, entre les questions de sécurité, les questions de liberté, qui peuvent paraître contradictoires, etc., etc. Donc c'est un atout de savoir décrypter ça quand on écrit la loi et qu'on la vote. Et puis, quand on est avocat, on plaide. Et donc, on prend la parole. On apprend à prendre la parole, à essayer d'aller convaincre l'autre. En regardant les yeux, on essaye de trouver le discours qui aille toucher, qui aille émouvoir, qui aille peut-être renverser l'autre. Et c'est ce que je fais à l'Assemblée.
L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir des mots, hein. Oui. C'est pas plus que ça. Moi, j'ai très tôt compris, dans ma vie en général, j'ai très tôt compris que les mots, c'était le bien le plus précieux qui soit. D'abord, c'est gratuit. Les mots, c'est gratuit. clair. L'accès aux mots. Donc, comme ça coûtait pas, si vous voulez, je m'en suis pas privée, si tu veux. Et donc, quand on est à l'Assemblée, notre responsabilité, c'est d'essayer d'aller convaincre les autres que ce qu'on porte, que nos convictions, elles sont bonnes pour l'intérêt général et que c'est là où il faut aller. Voilà, donc on plaide, en quelque sorte. Donc ça apprend aussi, quelque part, voilà, à prendre la parole. C'est un atout supplémentaire. Donc, voilà, pour moi, c'est précieux, évidemment. Je m'en suis servi largement. Et puis, j'ai essayé de teinter ça d'autres choses. Il faut aussi savoir se détacher, parce que mon rôle, c'est pas d'être une juriste, c'est pas de faire... Enfin, si, mon rôle, c'est d'être une juriste, bien sûr, mais c'est aussi de faire de la politique. Donc, c'est de porter ces valeurs-là, de les transcender, de les transformer à travers le droit. C'est vraiment le droit au service de la politique. C'est l'exercice que j'essaye de mener depuis le début. À l'Assemblée, s'il y a peut-être une différence avec forcément le tribunal, c'est le bruit. On a reçu Oui. Jean Moulière pour l'épisode 1 justement de Voir loin, qui racontait que c'était difficile de défendre son amendement ou sa loi quand ça vocifère à droite et à gauche de l'Assemblée. Oui. Et en plus de ça, tu parlais de convaincre, d'essayer de convaincre. Aujourd'hui, même les personnes qui ne sont pas forcément intéressées à la politique de près voient à quel point il y a de moins en moins de débats à l'Assemblée, et c'est plus en plus d'invectives, notamment du côté des extrêmes. Comment on arrive à garder ce côté de vouloir convaincre et d'essayer de faire des alliances de circonstances pour des lois en invoquant le sens commun, notamment, de ceux qui le peuvent? Mais moi, je suis une résistante. Moi, je vois bien le chemin que prend l'Assemblée nationale, qui n'est pas le bon. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des députés qui se sont installés comme étant des contradicteurs violents. L'Assemblée nationale, ça a toujours été un lieu de combat, hein, mais de combat au service des idées, j'entends. Hein. De temps en temps, il y a du bruit. Il y a toujours eu plus ou moins de bruit, parfois des batailles. Mais les idées, ça reste fondamental. On se bat pour ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, malheureusement, on a plutôt donné l'image d'une assemblée particulièrement bruyante, mais qui ne disait plus rien. Qui ne disait plus rien autre que l'attaque personnelle, que l'injure, que l'invective, parfois l'agression physique d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est encore plus grave. Et moi, j'essaie de résister à ça. Parce que sinon, je vais baisser les bras et je vais dire, bon, bah, c'est comme ça, et je vais sombrer là-dedans, ou je veux surtout pas sombrer là-dedans, et encore moins m'y mettre. Donc, je continue à me battre en revenant constamment aux idées, en essayant de justement de ne pas être prise au piège. Alors, quand je préside les séances, par exemple, je rappelle les règles. J'en reviens au règlement, à l'esprit de l'Assemblée, voilà. Et je fais en sorte qu'on ne soit pas débordé par ça. Et quand je suis de l'autre côté à ma place et que je prends la parole, j'en reviens au débat de fond. Parce que c'est vraiment de notre crédibilité vis-à-vis des Français. Oui. On est là précisément parce qu'à un moment donné, dans la vie de ce pays, il fallait que l'expression de la violence qu'on voyait à l'extérieur, elle soit canalisée. C'est ça le but de la politique, en fait. Hein, c'est de canaliser la violence qui a pu exister ailleurs, dans la rue. Donc on ne doit pas perdre ça de vue. Parce que si on perd ça de vue, on va revenir à ce qui existait avant. Voilà, la violence à l'extérieur. Oui, c'est un espèce d'exemple aussi, parce que les gens se disent, si à l'Assemblée, ils se permettent de s'engueuler, voire d'en arriver aux mains, pourquoi moi, je m'en priverais Bien sûr, mais d'ailleurs, on l'entend. Hein. Oui. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Hein. Moi, les gens que je côtoie dans mon département, quand je vais dans ma circonscription, que je croise des Aubonnais, des Saint-Loupiens, des Saint-Priciens, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, attendez... Le comportement que vous avez à l'Assemblée nationale, il doit être exemplaire pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Comment voulez-vous qu'on dise à un enfant qui doit bien se tenir en classe si les représentants élus de la nation se permettent d'avoir le comportement qu'ils ont? Donc oui, évidemment qu'il y a un exemple à donner. Cet exemple, il part par la manière dont on se tient, la manière dont on s'exprime, c'est très important. On peut être très vif dans le débat, mais se tenir. C'est pas contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça l'art oratoire et l'éloquence, quelque part. C'est savoir exprimer une émotion, y compris avec de la vitalité, mais pas s'en prendre à l'autre gratuitement, et puis en ayant des expressions, franchement, bas de plafond, qui ne servent à rien. On peut être en colère et respectueux. Absolument. Donc, tu l'as dit, et c'est évident, aujourd'hui, tu es une femme politique reconnue.
Ça n'a pas toujours été le cas au niveau des femmes en politique. C'est toujours un travail de fond de pouvoir faire en sorte que voilà, l'égalité, la parité surtout soit respectée. Et est-ce que toi, donc, tu peux un peu nous parler des obstacles que tu aurais rencontrés ou pas en tant que femme et toi, ta vision des choses, parce qu'on a vu en 2017 que le nombre de femmes à l'Assemblée, élues à l'Assemblée n'a jamais été aussi important. Il y a eu un petit recul en 2022. Comment est-ce qu'on peut finalement faire en sorte que les femmes se sentent légitimes et s'investissent et soient représentées en politique comme dans le reste de la société finalement? Oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pu cumuler aux yeux de certains un certain nombre de facteurs qui ne sont pas avantageux. Le fait d'être une femme, d'être issue d'immigration, de ne pas avoir fait les grandes écoles, par exemple. Mais en réalité, encore une fois, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut transformer. Oui. Au contraire, moi, j'ai jamais vécu ça comme étant des éléments qui me mettaient en arrière-plan. Au contraire, en tant que femme, j'ai des choses à dire. En tant que mère, j'ai des choses à dire. En tant que banlieusarde, j'ai des choses à dire. En tant que, euh, en tant que fille de parents issus de l'immigration, j'ai des choses à dire. J'ai des points de vue différents, complémentaires de mes collègues hommes, de mes collègues... vous voyez, tu vois, donc... mais il faut l'intégrer. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il faut l'intégrer. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé en 2017, par exemple, le bloc présidentiel avait quasiment fait la majorité de femmes. Ou en tout cas, on était quasiment à 50-50, en tout cas. C'est pas mal. Oui. On n'avait jamais vu ça à l'Assemblée nationale. Mais même en étant quasiment à égalité des hommes, on s'est rendu compte qu'on prenait très peu la parole. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite à l'époque, des premiers mois, de la première année, disons, à l'Assemblée nationale. Les femmes, qui étaient donc quasiment à 50%, ne prenaient la parole qu'à hauteur de je crois, c'était 12 ou 13% ou 15% maximum. C'est nous qui nous aliénons quelque part, en fait. Hein, parce que la parole, elle est libre. Oui. Mais voilà, peut-être qu'en tant que femme, on s'interroge davantage sur notre capacité à dire des choses, à bien les dire. Peut-être qu'on se dit davantage par rapport aux hommes que « Ah bah tiens, ça a déjà été dit, donc on va pas le répéter. » Est-ce que c'est pertinent? Mais oui, est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc peut-être qu'on se met des barrières là où il ne faudrait pas s'en mettre. L'idée n'est pas de ressembler aux hommes. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça n'a jamais été, mon plan. J'ai jamais eu cette envie, mais vraiment pas. J'ai une manière de faire, peut-être un peu différente, peut-être, mais c'est important de rester soi-même. Mais on a des choses à dire autant que les autres par rapport à son expérience de vie, à ce qu'on a vécu. Voilà, c'est ça qui compte. Fondamentalement, c'est ça qui compte. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui inspirent d'autres jeunes femmes. En fait, c'est ça qui est important, peut-être de montrer qu'il y a des femmes qui y arrivent. Enfin, quand je dis qu'ils réussissent en politique, c'est qui arrivent à mettre un pied à l'étrier, qu'elles soient maires, conseillères municipales, conseillères départementales, présidente aussi d'une association. Ça passe par beaucoup de vecteurs, dont la politique. Et il faut qu'il y ait des modèles, effectivement, qui puissent inspirer d'autres. Finalement, toi, tu es un modèle pour les femmes, je pense, et pour avoir discuté avec pas mal de femmes chez Horizon et de jeunes femmes chez Horizon, tu es en quelque sorte un modèle parce que, après tout ce que tu nous as raconté et dit sur ton parcours, tu es aujourd'hui deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces femmes-là, à ces filles-là qui t'écoutent, qui se disent que c'est possible et qui peut-être n'osent pas ou qui ont peur? Ce serait quoi tes conseils finalement? Mon conseil, c'est d'y aller et c'est de se lancer. D'abord, il faut pas se demander si on est prête, hein, parce qu'on est à peu près jamais prête. On n'est jamais suffisamment prête, ou prêt d'ailleurs. Donc, c'est pas la bonne question à se poser. La seule question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie? Si la politique nous intéresse et qu'on a envie, parce qu'on se sent légitime à dire quelque chose, à apporter, c'est ça la politique. La politique, c'est la capacité, l'ambition qu'on a à changer la vie des gens. Bon, bah, à partir de là, si on est motivé, il faut y aller, quels que soient les parcours d'où qu'on vienne, les territoires, le homme-femme, enfin, je veux dire, ça, c'est secondaire. Si on a envie d'incarner quelque chose, justement, un petit bout de ville, oui, parce qu'on y est très attaché, un petit bout de métier, parce qu'on sent qu'on a quelque chose à dire dans la profession qui a été la nôtre et à laquelle on tient, un petit bout de vie familiale, mais tout ça, ça a beaucoup d'importance, bien plus que les incertitudes qu'on peut avoir. Et donc, il faut oser, il faut aller se confronter. C'est important, la confrontation avec les gens, avec les Français. Elle est là, la seule légitimité qui vaille. Donc, il faut se lancer parce que de toute manière, si c'est pas nous qui allons, c'est d'autres. Hein.
On va pas se mentir. Il y a, C'est ça. il y a d'autres qui, eux, se Il y posent en a pas des de questions. Il y en candidats. a d'autres. Hein. Il y en a des candidats. Il y en a toujours des candidats. Voilà, ce serait ma recommandation. Très bien. On espère que ça a été entendu. On a aussi le sujet finalement de la jeunesse aussi, qui est un sujet Ouais. prégnant ce matin. Enfin, tout à l'heure, tu étais au pôle éducatif Oui. Gisèle Halimi à Valenciennes. Mhm. Et on a les sujets de la jeunesse qui reviennent régulièrement. Édouard Philippe a parlé il n'y a pas longtemps justement de ce sujet-là, avec une espèce de frustration ou une inquiétude de la jeunesse, tant sur le niveau de vie par rapport enfin, l'élévation du niveau de vie par rapport aux parents, Oui. l'accession à la propriété, l'environnement, la natalité aussi qui baisse beaucoup, des choses comme ça. C'est vraiment un sujet très vaste. Et pourtant, les jeunes dans le débat public et dans la sphère politique, finalement, sont assez peu représentés, ou en tout cas peu nombreux. Et on voit que les jeunes sont la catégorie de population qui vote le moins, par exemple. Comment, d'après toi, même si c'est pas un coup de baguette magique, et je suppose que tu n'as pas la solution magique directe là, mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les jeunes, déjà, soient plus entendus et écoutés, et après puissent justement s'engager pour porter leur sujet, même si les jeunes ne sont pas obligés de porter que des sujets de jeunesse, bien Mais évidemment, surtout pas. mais il faut tous les sujets, je pense. Mais tous les sujets, mais bien sûr, déjà, mais je pense qu'il faut commencer par là. Ouais. Il faut commencer à dire, il faut qu'on entende dans les discours politiques que les jeunes ont toute leur place au débat public national. Il faut arrêter de traiter les jeunes que comme des jeunes qui devraient s'exprimer sur la situation à l'université, l'accès aux bourses. Non, mais ils ont vocation à parler de tout, voilà. Et d'ailleurs, on y travaille au sein d'Horizon. Oui, tout à fait. Et le travail qui est mené par les jeunes Horizon, il est remarquable. Moi, je travaille avec des jeunes notamment sur les sujets de justice. On pourrait imaginer que le régalien, c'est l'affaire des seniors, mais pas du tout. Ils y travaillent remarquablement. Ils ont compris les mécanismes. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans, 60 ans. Non, mais tout ça n'a pas de sens. Il faut qu'on change vraiment de manière de lire les choses et de les décoder. Donc d'abord, les jeunes, ils ont toute leur place à participer au débat public national. Ensuite, le sujet de la jeunesse, il est fondamental. Mais c'est quoi faire de la politique si ce n'est voir loin, donner de la perspective à la jeunesse. Moi, je travaille pour mes enfants. Hein. Oui. Alors les miens d'abord, mes 3 enfants, mais pas que. Les enfants de France en général. C'est pour eux qu'on fait ça. On essaie de leur construire un avenir meilleur que celui qu'on a connu. Donc, on ne peut pas accepter, on ne peut pas supporter aujourd'hui qu'il y ait une forme de régression, que les jeunes d'aujourd'hui soient plus inquiets que ceux d'hier, qu'ils aient moins l'accès à la propriété, moins l'accès au logement, qu'ils vivent dans une angoisse sur la transition écologique, qu'ils aient peur de ne pas avoir de place en crèche ou de ne pas pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, donc ils ne feront pas d'enfants, etc., etc. Ça doit nous inspirer. Et ça doit être pour nous un moteur. Et il faut vraiment que cette question de la jeunesse, de l'avenir de la jeunesse, par tous les prismes, elle soit le fil rouge du projet demain et du programme présidentiel. Parce qu'à chaque fois que tu prends un sujet, le sujet de la jeunesse y revient. Ouais. Je ne sais pas, moi, la réforme des retraites dont on parle beaucoup. On n'entend jamais les jeunes dessus, alors que non, ça les concerne directement. Pardon, mais c'est eux potentiellement demain qui n'ont plus de retraite, c'est eux potentiellement qui participent à un effort supplémentaire sur les retraites. Il faut qu'on sache, il faut qu'on travaille ça avec eux. Quand on parle de dénatalité, bon, quand on parle de vie associative, de sport, c'est moins pour les seniors quand même que pour les jeunes, même si les seniors ont toute leur place, il faut faire du sport, Voilà, mais toute la vie. etc. Quand on parle d'école, Édouard Philippe dit quoi? Là, il y a 3 priorités, l'école. Ouais. Bon, voilà, on y est. Hein. Voilà, donc c'est tout cet écosystème qu'il faut repenser, et ça passe aussi par le discours. Il faut vraiment que nos politiques prennent ça à bras-le-corps. Et aussi, je pense, faire comprendre aux jeunes que justement, ce que tu viens de dire, qu'ils Ouais. n'ont pas à s'exprimer sur la légalisation du cannabis, l'augmentation des bourses et les places dans les universités, Mais bien sûr. et qui peuvent s'exprimer sur, évidemment, la transition écologique, Mais oui. mais comme on l'a dit, les retraites, le coût du travail, le régalien, la justice, Absolument, etc. absolument. On ne peut pas préparer... Alors, préparer l'avenir, c'est s'occuper de la jeunesse. Donc, je ne vois pas comment on prépare l'avenir sans les principaux concernés. On peut être donneur de leçons, hein. On peut aussi se mettre des œillères et avancer. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière de faire. Je pense vraiment que les jeunes ont toute leur place, toutes les capacités aussi, à participer à ce grand projet pour le pays. Complètement. Je suis totalement d'accord.
Et si tu devais, on repart un peu sur les conseils, Oui. tout à l'heure c'était les conseils pour des femmes qui voudraient s'engager, et pour les jeunes qui voudraient s'engager, parce que on a beaucoup de jeunes, notamment chez Horizon, hein, on a pas mal, et certains peut-être hésitent à se lancer sur notamment pour les prochaines élections, sur les municipales, en se disant je suis pas légitime, ou je suis trop jeune, ou etc. Est-ce que finalement c'est le même conseil, c'est dire d'y aller de toute Bien manière, parce sûr, que dès qu'on a envie ça va le faire, oui. et c'est pas grave de pas avoir d'expérience, ou parce que finalement il faut toujours commencer quelque part. Mais absolument. La seule chose qui compte, c'est l'envie de faire. Hmm. C'est la volonté de participer à l'action, quel que soit l'âge. Si on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, alors c'est le bon moment. Voilà. Moi, je rencontre des jeunes qui me disent c'est pas le moment. J'ai envie d'avoir d'abord quelques expériences, ça s'entend. En revanche, des jeunes qui me diraient oui, mais je suis pas sûre parce que je me sens pas à l'aise, je suis pas sûre que ce soit ma place. Je dis non, 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 non. Est-ce que tu as envie d'abord? Envie? Est-ce que tu as l'ambition d'apporter quelque chose? C'est ça qui est déterminant. Donc, si c'est oui, alors on ne se pose pas d'autres questions et on se lance dans une liste. Mais ce n'est pas forcément dans une liste. On se lance dans une campagne, on donne un coup de main. Mais en tout cas, on met le pied à l'étrier. Et il n'y a jamais de bon moment pour ça. Il n'y a jamais de situation parfaite non plus pour ça. Moi, quand je me suis engagée en 2017, vous imaginez? Compliqué. Bah oui, compliqué. J'étais confortablement installée dans mon cabinet, associée, gagnant plutôt bien ma vie. Et c'est mon premier engagement en politique, devenir parlementaire. Moi, j'ai eu le vertige aussi, hein. Oui. J'ai été assaillie de questions. J'ai peut-être eu envie de reculer. Euh, mais justement, c'est le fait de ne pas reculer qui fait avancer. Voilà, donc il ne faut pas reculer. Tu te serais imaginé, si on retourne là en 2016, 2017, quand tu as pris ta décision de te lancer pour ta première campagne, et on fait un saut dans le temps et on te voit aujourd'hui vice-présidente de Ouais. l'Assemblée nationale, ça te fait un vertige, ou alors Ah oui, toujours, oui, ça me donne encore la nausée. Ouais, c'est ouais. vrai, en Ouais, fait ouais. c'est échelon par échelon Oui, oui. finalement, et Ben oui. tu as eu un vertige aussi quand tu as été élue la première Ah fois? oui, Est-ce que complètement, c'était ouais. Ouais. lunaire, peut-être la soirée d'élection, etc.? Oui, oui, parce que ça a été une vague historique. Cette vague qu'a réussi à amener le président de la République en 2017 a été certainement même un tournant politique. Je ne sais pas comment l'histoire l'analysera à terme, mais c'est clairement un moment de l'histoire de la politique française. Je ne sais pas si j'en avais conscience à l'époque, mais j'avais au moins conscience d'un chamboulement dans ma vie. Oui, c'est clair au moins. Déjà. Et donc, moi, je prends plutôt les choses en sérieux, sans me prendre au sérieux, j'espère. Évidemment, on se dit, mais je suis députée, je suis élue de la nation. Enfin, pour moi, les mots ont un sens, toujours. Donc, la première fois que je suis entrée dans l'hémicycle, je pense que ça a été une des plus grandes émotions, de voir l'hémicycle et de voir où peut-être, potentiellement, allait être ma place. Ouais. Ça fait quelque chose. Ça fait vraiment quelque chose. Donc ça vaut le coup. Voilà, en fait, le message que je veux Ça dire. vaut le coup. Mais oui, ça vaut le coup. Oui. Ouais, ça vaut le coup. Et même Une si fois passé le petit côté où on transpire, oui. D'abord, c'est une immense fierté. Et puis, c'est comme quand je plaidais, d'ailleurs. Hein, je veux dire, je ne suis jamais allée plaider en confiance, y compris après quelques années d'expérience, y compris en maîtrisant les sujets. Toujours le trac. Mais toujours le trac. Toujours cette idée de me dire, mais est-ce que je vais réussir à aller au bout? Et puis, on prend ses responsabilités. Une fois qu'on est dans le bain, on sait où on va, en réalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi dire que c'est pas parce que vous perdez, parce qu'il y a forcément des gens qui vont perdre des élections, qui vont se lancer et qui vont perdre. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter après, parce qu'en fait, on voit que lorsque les gens gagnent, mais souvent les gens ont perdu avant. Mais bien sûr. Et puis c'est pas là pour gagner, c'est surtout s'engager, même sans avoir, par exemple, être député, être élu maire à la fin. Il y a toujours une expérience qui en ressort finalement. Mais des évidemment, campagnes. Je veux dire, la vie, c'est pas un chemin tout droit, linéaire, parfait. Je veux dire, personne, enfin, ou à peu près personne ne vit ça dans sa vie. C'est faux. On vit notamment des échecs. Enfin, moi qui étais avocate, j'ai perdu des dossiers. Parfois, j'ai perdu des dossiers dont j'étais persuadée que j'allais les gagner. On fait son autocritique, on apprend et on avance. Et on avance, on se nourrit de ça. Forcément, ça nous apprend toujours quelque chose et on en ressort grandi. Et d'ailleurs, les échecs eux-mêmes nous font grandir. Donc voilà. Donc c'est important de le dire, ça. Parce mais oui. On n'a pas trop cette mentalité en France. Mais pourtant, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on la cultive beaucoup moins. Mais je crois que ça nous rend plus solides. Oui.
effectivement. Mais en tout cas, ça ne doit pas, au premier échec, ou même au deuxième, ou même au troisième, nous empêcher de continuer, encore une fois, et moi, c'est vraiment ma boussole, si on en a envie. Oui, et en plus pour l'intérêt commun, d'autant plus. C'est pas, Toujours, ça toujours, doit rester la bien boussole, sûr. effectivement. Ouais. Le cap, c'est l'intérêt général. Évidemment, c'est ce qui doit nous animer. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de ta première arrivée dans l'hémicycle. Est-ce que c'est le moment qui t'a le plus marqué à l'Assemblée, ou tu as eu un autre moment ou des autres moments où tu as eu une espèce de prise de recul et tu t'es dit waouh, quand même. Ouais, alors j'ai 2 moments. Ok. J'ai 2 moments totalement opposés en termes d'émotion. Allez. Le premier, c'est mon arrivée, c'est mon arrivée dans l'hémicycle. C'est la première fois que j'entre dans l'hémicycle. Ok. L'hémicycle était vide. C'est la première fois. Moi, j'arrive très tôt, donc il n'y a personne. Donc c'est un silence de Waouh. cathédrale dans cet endroit qui est un endroit d'histoire où les plus grands sont passés, où l'histoire s'est faite quand même. Et donc, c'est une grande émotion, d'autant que moi, alors, la première fois que j'ai été élue, c'est le jour de la fête des pères. Et j'avais perdu mon père quelques mois avant. Donc, évidemment, mes premières pensées vont à lui. Et donc, il y a tout ça qui se combine. Et c'est certainement ce qui restera le plus gravé dans ma mémoire. Alors, le second moment, à l'inverse, c'est un moment de déstabilisation absolue. Ok. C'est une séance publique que je préside, d'une violence inouïe à mon égard. C'est une journée de niche parlementaire. Une niche parlementaire, c'est une journée dédiée à un groupe. Et c'est la journée dédiée à la France insoumise. Et alors, disons que les journées difficiles, c'est moi qui les préside en général, parce que je suis la plus expérimentée. C'est pas un cadeau. Donc, je préside de 9h à 16h à peu près cette journée-là, 16h30. C'est une journée dans laquelle LFI a choisi d'inscrire la réforme des retraites et son abrogation. D'accord. Donc, c'est une journée très, très tendue. Parmi les plus tendues que j'ai connues. Et moi, je suis au perchoir et je dois essayer de faire avec. Et je subis des attaques en règle de la part de mes collègues qui n'arrivent pas à gérer la pression. Parce qu'il y a énormément d'amendements qui sont déposés, donc ils savent que le texte n'ira pas au bout. D'accord. Ouais. Et donc là, ils sont dans une colère. Et donc, je subis. Et à un moment donné, ça va très loin parce que Manuel Bompard, à l'occasion d'une suspension de séance, s'en prend à moi de manière très violente, me dit des choses que jusque-là, j'avais jamais entendues, me menace. Waouh. On en arrive là. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, j'arrête. Ok. Je vais arrêter. Alors, je Ah suis ouais. pas là pour ça. Je suis pas là pour subir ça. Hmm. Et j'arrête au moins de présider. Je me suis dit, je vais partir. Mon mandat, c'est pas Waouh. ça. Le sens de mon mandat, c'est pas ça. Et puis je me reprends parce que je suis une résistante et que c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire faire tenir la République. Hein. Oui. C'est là où on C'est comprend malgré tout, on tout reste. le Quoi. sens de ce que ça veut dire. Et c'est là où je me dis, mais en même temps, je peux pas les laisser gagner. Je peux pas laisser la violence, la pression, l'intimidation, la menace l'emporter Ça fait un sur le précédent. reste. Ouais. Ouais. Et donc je me laisse pas faire et je remonte au perchoir en disant, c'est moi qui préside et les règles, elles sont les mêmes pour toutes. Et je serai impartiale jusqu'au bout, quoi que vous disiez. Et je suis allée au bout des séances de la séance qui a été la mienne. Après, j'ai passé le relais en milieu d'après-midi. Le soir devait être cool. Ah ouais. Sortir de là, Ouais, une espèce de ouais, chaudron. c'est vrai. Purée. Ouais. Et est-ce que tu aurais une envie de changer, un espèce de vœu pieux, de changer la manière, une des choses, enfin une des façons dont on fait de la politique en France? Est-ce qu'il y a une chose où tu te dis, mais on n'a plus besoin de ça, on n'a pas besoin de faire comme ça, et il faudrait la changer? Par exemple, que ce soit, bon, les invectives, évidemment, Ouais. c'est proscrit, mais d'arrêter de se dire, non, lui, il n'est pas de notre parti, donc on ne va pas discuter avec, Ouais. etc., de cette manière-là. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, il faut absolument le changer, et ça irait dans le sens du mieux? Bah, moi, ce que je me dis en permanence, c'est moins de posture et plus de courage. Moins de posture et plus de courage. Moins de calcul et plus de conviction. C'est ça qui nous manque, en vérité. Hein. C'est que on s'est transformé en mauvais théâtre, d'ailleurs, j'ai dit en théâtre, mais en très mauvais théâtre. Hein. Et on s'imagine que les gens ne le voient pas. Mais c'est exactement ce qui fait du mal à la politique, à la démocratie, qui nourrit la défiance, qui fait que les gens s'éloignent. Mais c'est un vrai péril hein, pour nos institutions. Et pour l'idée qu'on se fait de la démocratie.
Tout le monde croit que la démocratie est installée, que c'est facile et que c'est là pour l'éternité. Mais il faut qu'on regarde ce qui se passe chez nos voisins. Mais juste en Europe, ouais. Est-ce qu'on veut en arriver là? Est-ce qu'on veut confier les clés du pouvoir aux extrêmes? Parce que plus on abîme les institutions, plus on donne du grain à moudre à ces gens-là, qui veulent le chaos, qui veulent le désordre, qui veulent tout faire exploser. Ils utilisent le système pour ça. Donc moi, je le dis à chaque fois, ne tombons pas, nous, dans ce piège-là. Et donc, j'espère encore qu'il existe un bloc politique raisonnable, responsable, notamment ceux qui ont été au gouvernement, qui ont été confrontés à ça, à la manière dont on dirige un pays. C'est pas facile, hein. On peut demander à ceux qui étaient hier dans l'opposition, qui sont aujourd'hui au gouvernement et aux manettes. Je pense qu'ils voient la différence entre ce qu'on peut s'imaginer quand on est tranquillement dans son banc, assis avec des yaks à faucons, hein, c'est confortable, hein, l'opposition. En revanche, quand on doit se confronter au pays réel et à la manière dont on le gère, ça, c'est autre chose. Donc, moi, j'appelle de mes voeux plus de responsabilité, oui, et plus de raison, et peut-être plus de nuances aussi, parce qu'il y a rarement... c'est jamais ou tout blanc ou tout noir, hein, c'est plutôt gris. Et si on arrive à faire ça, là, on peut redonner de l'espoir, parce que notre responsabilité, elle est là, c'est de redonner de l'espoir et de la perspective aux gens. Et je fais un petit à côté. Est-ce que tu penses que cet état un peu d'hystérisation de la vie politique, les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose? Ou alors c'est un mouvement global qu'on voit à peu près dans tout l'Occident depuis l'élection de Donald Trump, en gros, en 2016 aux États-Unis? Ou alors vraiment tu penses que les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec le fait de pouvoir faire des petites phrases, chocs, reprises, des vidéos montées très violentes, où on change la réalité même, etc. Est-ce que tu penses que ça a un rôle là-dedans? Moi, je pense que les époques changent. Moi-même, j'ai vécu une bascule. Je veux dire, ce qui a été mon enfance, mon adolescence, la manière dont j'ai grandi et évolué, ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vécu dans une phase dans l'après. Mes 20 premières années ne ressemblent pas à mes 20 années qui ont suivi, hein, pas du tout. D'abord, j'ai vécu une époque où il y avait beaucoup moins de moyens de communication, beaucoup moins de nouvelles technologies. Il n'y avait pas de téléphone portable. Oui. Ça n'existait pas, c'était un autre monde, hein. On avait des téléphones avec des fils, on avait 6 chaînes à la télé et encore. Donc il n'y avait pas de télécommande, il fallait fallait se lever pour aller changer la chaîne. Non, mais j'ai vécu un autre monde. Oui. Et j'ai vu la bascule des années 2000, avec l'arrivée des nouvelles technologies, des choses incroyables qu'elles permettent, mais aussi des désavantages, voire du fléau que c'est devenu. Parce que je pense qu'on se fait dépasser par l'outil. Donc ce changement de mentalité, cette dégradation qu'on a connue, je pense qu'elle a été accélérée, moi, par les réseaux sociaux, malheureusement. Mais on l'aurait eu quand même, Ouais, je pense que ça a été... oui, parce que probablement qu'il y a des cycles aussi. Il y a des cycles, il y a des époques. Et on commençait déjà à... Je veux dire, il y a eu un avant mai 68, un après mai 68. Les années 80 aussi ont aussi marqué un tournant dans la rigueur. Le monde s'est transformé à vitesse grand V, des blocs ont émergé. Tout ça, ça a une influence sur la manière dont on se comporte. Et puis, je pense que Internet, les réseaux sociaux, ensuite, ont été un amplificateur, mais à vitesse grand V. Je veux dire, là, les 5, 7, 8 dernières années, le changement, il est violent. Mais jusque dans nos écoles aujourd'hui, jusque dans ce que vivent nos enfants. Il y a des parents, il y a probablement une société qui est dépassée par ce que vivent aujourd'hui, en termes de violence, nos enfants, et notamment à l'école, par le téléphone. Le harcèlement, l'espèce de mimétisme, la violence, la manière dont se comportent et se parlent aujourd'hui les jeunes enfants. Donc, moi, je mets souvent l'alerte là-dessus, en disant, d'accord, Internet, les réseaux, ce sont des moyens de communication formidables, et ça permet beaucoup de choses. Et ça permet de libérer la parole, et ça permet à des gens, des défenseurs de la liberté, de dire ce qu'ils n'auraient pas pu dire si ça n'existait pas. Mais les dérives aussi, elles existent. Je veux dire, personne ne peut plus les nier. Le racisme, la manière dont le racisme et l'antisémitisme, les discriminations s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est gravissime. On ne peut pas tolérer ça. Il faut qu'on fasse très attention. Très, très attention. Et faire de l'école un sanctuaire un peu... oui, mais bien sûr, absolument. Continuer de faire de l'école un sanctuaire, et donc il faut mettre les moyens, il faut interdire les téléphones portables clairement dans les écoles et dans les collèges. Il faut que ça reste des parenthèses où on apprend, on s'émancipe, on s'ouvre, point. Ça ne peut pas se transformer en lieu de pression, en lieu d'intimidation des gamins les uns envers les autres. Ce serait terrible, ce serait un échec pour la République même, un échec, hein. On parle de téléphone, c'est le moment de passer un instant un peu plus
perso et se projeter un peu aussi. Oui, Imagine-toi, tu te réveilles un matin, tu n'as plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus rien, plus rien. et personne ne peut te solliciter en Ah, dehors de ton cercle proche. Personne. Pendant une journée, pendant 24 heures. Comment est-ce que tu occupes ta journée? Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Et tu es libre de faire ce que tu veux. bah, le meilleur endroit au monde pour moi, c'est à la maison avec mes enfants, mes 3 enfants autour de moi. Ce sont les meilleurs moments de vie pour ce que ça apporte, pour la douceur, pour l'affection, pour l'amour. Et donc c'est tout trouvé. À chaque fois que je peux passer un moment en dehors de ma vie politique qui me prend beaucoup de temps, c'est auprès de mes enfants, Ok, clairement. très bien. Un beau programme. Oui. Et est-ce que, malgré tes responsabilités, tu arrives encore aujourd'hui à déconnecter de temps en temps et à te dire, bon, je me prends une demi-journée, une journée, voire plus, et je me consacre qu'à moi, qu'à mes enfants, qu'à ma vie privée C'est très difficile. ouais. C'est très difficile parce que la politique, elle vous emporte. C'est quelque chose qui... Moi, j'ai une haute idée de la politique. Vraiment une grande idée de ce qu'est la politique. Donc, je peux pas me dire le soir quand je rentre chez moi, bon, bah voilà, maintenant je mets ça de côté, puis je passe à autre chose. Quoi. Je vis ça en moi. Ça me préoccupe en permanence. Donc, je le mets jamais entre parenthèses, vraiment. Alors, bien sûr, je prends le temps de m'occuper de mes enfants. Je veux pas qu'ils finissent à la Oui, DAS. c'est clair. Qui un jour j'ouvre la porte et qu'ils me reconnaissent plus. Donc je fais attention, bien évidemment. J'essaye d'avoir un temps personnel. Le sanctuariser, c'est quand même difficile. Mais je trouve un équilibre. Mais quand j'étais avocate, je travaillais déjà beaucoup. Hein. Oui, Donc je suis plutôt habituée à ça. On est bien organisé aussi à la maison, ça compte. Mais, euh, mais bon, la politique, on la vit, on la vit vraiment. dans sa chair. Mais oui, jusqu'au bout des doigts. Donc se dire qu'on va réussir à un moment donné, se dégager totalement l'esprit de ça, c'est difficile. Et puis, je vais vous dire, moi, j'en ai même pas envie, Oui, parce que j'aime ce que je fais. ouais, c'est C'est clair. une passion. Comme on voit des fois des séances à l'Assemblée qui durent jusque très tard dans Ouais, la nuit. ouais, Ça, on peut aussi se poser la question finalement par rapport à voter des articles tard alors ouais, ouais. qu'on a commencé à 9 h du matin. C'est vrai. C'est vrai, parfois on fait des journées, oui, oui, 9 Très heures très longues. jusqu'à minuit, voire davantage. Pour le Parfois, on est budget. obligé de, pour boucler le texte, d'aller jusqu'à 2, 3 heures. Sur le budget, on peut aller jusqu'à au lendemain matin. Enfin, oui, oui, c'est très prenant. Ouais. C'est très prenant, c'est très fatigant, c'est usant aussi. Peut-être qu'on vieillit plus vite que la moyenne. T'es plus fatiguée maintenant que quand tu étais avocate? Tu vois la différence de Oui, fatigue, ouais. oui, parce qu'il y a aussi une fatigue morale, parce Ouais. qu'il y a une forme de pression. Encore une fois, la charge qui est la nôtre, elle est immense. Se dire qu'on a la responsabilité d'essayer de faire mieux pour les gens, pour nos voisins, pour nos amis, pour ceux qui ont voté pour nous, mais aussi pour ceux qui d'ailleurs ne sont pas d'accord avec Ouais. nous, parce que c'est notre responsabilité de s'occuper de tout le monde. Ça met une petite pression supplémentaire. Elle n'est pas toujours simple à gérer. Voilà. Après, Ok. moi, je suis construite, j'espère. J'ai une famille aussi solide et donc un cercle proche, une équipe qui m'aide beaucoup au quotidien et sans qui je pense que je serais dans un autre état. Mais tout ça, ça aide beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a une série qui est un peu fétiche ou alors qui te booste ou alors en ce moment tu as découvert une série quand tu peux regarder quelques épisodes ou que tu as regardé il y a longtemps, etc. Et qui, voilà, est-ce que tu as une série fétiche, même à nous conseiller presque, mais en tout cas une Oui, série que tu bien adores sûr. ou des séries Ah oui, d'ailleurs. non, moi j'ai une série. Ok. Moi j'ai une série, avant même de faire de la politique, que je conseille à tout le monde. C'est The West Wing, à Ah, la Maison Blanche. ok. C'est c'est la politique idéale, ou c'est l'idéal en politique. Ok. C'est une série incroyable. C'est l'histoire d'un président de la République. Voyez. Alors Le ça c'est un lapsus. lapsus. C'est ce que j'aimerais pour Édouard Philippe. C'est l'histoire d'un président des États-Unis, président américain, et de son équipe rapprochée, Ok. à l'épreuve de la réalité de la démocratie américaine, des épreuves. Et c'est une grande aventure humaine. C'est ma manière de faire de la politique, dans l'idéal. Ok. Parce que moi, je considère que la politique, c'est de l'humain d'abord. Et ça, on l'oublie. La politique, c'est de l'humain, c'est le rapport à l'autre. C'est des visages, c'est des histoires, c'est des rencontres. Parfois des confrontations difficiles aussi. Mais ça reste du contact. Faut Voilà. aimer les gens pour faire de la politique. Bah, je crois. Mais y compris quand on en a ras-le-bol, Ah oui. y compris quand les gens nous énervent parfois. Y compris quand on se dit que on aimerait bien qu'ils comprennent. Y compris quand on n'est pas d'accord. Mais on en revient toujours à ça. Voilà. Il Ok. y a cette forme d'empathie, d'humanité
que doit incarner la politique. Sinon, on fait autre chose, hein, franchement, on va gagner sa vie ailleurs. Bon. Et cette série-là, c'est vraiment la leçon qu'elle donne. Outre le fait qu'elle est incroyablement écrite, qu'il y a des passages, enfin, il faut la revoir. Moi, je l'ai revue, je ne sais pas combien de fois. Hein. Ok. Oui. Il y a des leçons à tirer tout le temps, hein, dans cette série. Voilà, c'est une série intelligente, c'est une série qui est drôle. Je la recommande à tout le monde. Ok, The West Wing, on The retient. West Wing C'est à la comme, Maison Blanche. c'est House of Cards sans la noirceur de House Absolument. of Cards, peut-être. Ouais. Ouais. Ok. C'est autre chose, ouais. C'est une autre dimension. Ouais. Très bien. J'ai Ouais. regardé. Et alors là, je prends peut-être au dépourvu. Est-ce que tu te souviens de la dernière chose ou d'une chose récente qui t'a ému de manière assez forte dans ton engagement de tous les jours en tant que député et vice-présidente de l'Assemblée nationale? Oui, dernièrement, alors, moi, je prends beaucoup de stagiaires à l'Assemblée. Ok. Je prends beaucoup de jeunes à mes côtés pour leur montrer ce qu'est de l'intérieur l'Assemblée nationale. Parfois, c'est pour une semaine, parfois, c'est un peu plus long. Je prends des jeunes, ça va. J'ai pris des gens de CM2, par exemple. Génial. Oui. Plutôt quand même collège et plutôt même lycée. Et je les intègre vraiment à l'équipe. Vraiment, je me fais un point d'honneur à ce qu'ils puissent participer comme s'ils étaient eux-mêmes assistants parlementaires à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Je leur fais vivre. On a des débats. J'essaye d'animer ça. Mon équipe, Nathan, Juan, qui sont venus d'ailleurs avec moi, Valérie, Estelle, on essaye vraiment, on prend le temps de faire ça pour faire vivre la politique avec un grand P en quelque sorte. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais moi j'adore faire ça et je pense que c'est même une responsabilité. Et dernièrement encore, donc j'avais une jeune stagiaire avec qui donc je faisais un point parce que c'était la fin du stage et donc elle m'a remerciée et elle m'a dit, c'était très court, mais elle m'a dit merci parce que vous me donnez envie d'y croire. Waouh. Franchement, Tu veux savoir, ça touche, hein. ça touche, ça va droit au cœur, et c'est un moteur. On se dit une journée réussie quand on entend ça. Et on se dit, bon, on n'est pas là pour rien. Merci beaucoup, Naïma. Merci. C'est la fin de cet épisode de Merci Voir beaucoup. Loin. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure de manière générale, de manière globale voilà, ta carte blanche, si tu veux dire quelque chose pour conclure cet épisode. Je voudrais dire aux jeunes, je voudrais m'adresser aux jeunes du Nord, par exemple. Tout à fait. Pour leur dire d'abord qu'ils ont toute leur place à faire de la politique, s'ils en ont envie. Je me répète, mais je pense que c'est important de marteler les choses. C'est pas un discours en l'air, parce que c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Et moi-même, je suis passée par là. J'ai été plus jeune, donc je sais ce que c'est. Et les jeunes du Nord, d'abord, il fait peut-être un peu plus frais ici, mais ils ont la chaleur du cœur. Tout à fait. Mais vraiment, tout à fait. C'est pas des mots en l'air. Et ils ont aussi, moi, c'est ce que j'ai senti, la force du collectif. C'est des qualités dont on a besoin en politique aujourd'hui. Voilà. Le cœur et le collectif. C'est franchement tout trouvé aujourd'hui pour faire grandir la politique dans ce pays. Donc, allez-y, engagez-vous et venez nous rejoindre. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur YouTube ou en podcast. On vous donne rendez-vous très rapidement pour le 3e épisode de Voir Loin. On verra qui sera l'invité. Et encore une fois, merci beaucoup Naïma d'avoir pris le temps merci, Alexis. pour cet épisode. Merci à toi.